Vous me donnez l'occasion de parler d'un thème qui était emblématique de la santé publique et qui, curieusement, depuis quelques décennies, a quand même complètement disparu des écrans radars. Pour vous donner une idée, le dernier guide sur le contrôle des rongeurs qu'a édité l'OMS date de 1980. Pour vous dire qu'on ne parle plus de rongeurs, on commence tout doucement à en parler et je suis heureux de pouvoir contribuer à cette prise de conscience. Donc je remercie la Société de pathologie exotique, en particulier Jean Janin, qui a bien voulu m'écouter quand j'ai voulu parler de rongeurs. Alors vous voyez que j'appartiens au programme des urgences sanitaires, donc a priori je n'étais pas censé m'occuper des rongeurs directement, mais je suis en charge de plusieurs maladies infectieuses qui sont emblématiques des maladies rongeurs, comme la peste et la leptospirose. Et ce que je me suis rendu compte dans ma pratique, que très souvent, en particulier dans le contrôle des épidémies, quand on arrivait aux recommandations en termes de mesures de contrôle, on arrivait au chapitre du contrôle des rongeurs et en fait, on n'avait pas grand-chose à dire. Et oui, bien sûr, on ferait le contrôle des rongeurs, mais il ne fallait pas demander de détails parce qu'on n'avait pas beaucoup à donner. Alors, on se rend compte qu'on a des outils, de temps en temps, qu'il y a plus ou moins des gens formés, mais en fait, il n'y a aucune stratégie, on ne sait pas quoi faire. Donc, par le biais de ces maladies infectieuses particulières, j'ai commencé à rentrer en contact avec des spécialistes des rongeurs, j'ai travaillé avec eux, et je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme absence sur ce thème-là. Donc, puisque personne ne s'en occupait, du moins l'Organisation mondiale de la santé, je me suis dit que c'était un sujet intéressant qui méritait qu'on y consacre un petit peu de temps. Donc, ma présentation va avoir une perspective un peu de santé publique. Je vais essayer de ne pas déflorer les présentations suivantes. En particulier, je ne vais pas parler spécifiquement des rongeurs. Courtier d'Aubigny, par exemple, j'en parle du Plantier, le font bien mieux que moi. J'éviterai de trop m'étendre sur les maladies infectieuses, puisque ce sera aussi l'objet d'une présentation, et de même que le cas qui est assez emblématique de celui de Madagascar. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des rongeurs? En fait, c'est la plus vieille, la plus pernicieuse nuisance de l'humanité. On remonte sur la première illustration. Vous voyez ici le joueur de flûte de la ville de Hamelin. Je ne sais pas si vous connaissez ce vieux conte allemand qui a été repris par les frères Grimm. Hein, et c'est une ville en Allemagne au Moyen-Âge qui était envahie par les rats, qui ne savait pas comment s'en débarrasser, et qui a eu l'idée de faire appel à un joueur de flûte. Le joueur de flûte qui avait une capacité extraordinaire, parce qu'en jouant de la flûte, il a entraîné tous les rats en dehors de la ville et les a emmenés à la rivière la plus proche, où ils sont tous noyés. Alors la fin de l'histoire est un peu moins drôle, c'est que les habitants de cette petite ville de Hamelin ont refusé de payer ces joueurs de flûte. Et du coup, pour se venger, il a fait la même chose avec les enfants du village et il les a tous embarqués à la rivière évidemment. Donc, les rongeurs sont en fait emblématiques de la pauvreté, du sous-développement et des épidémies, en particulier la peste, bien entendu. Mais en fait, quand on regarde, ils ont un impact global sur la santé humaine, en zone rurale, mais aussi, on le dit trop souvent, en zone urbaine, et en particulier dans les grandes mégapoles. Alors, cet impact, c'est un impact en termes de maladies infectieuses, c'est la première chose qui vient à l'esprit, mais c'est également un impact en termes de malnutrition des populations. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on oublie très souvent, ce sont les blessures infligées par ces rongeurs, directement ou indirectement, et aussi l'impact psychologique qui mérite d'être pris en compte, parce que ça aussi, c'est la santé publique. Alors en fait, les rongeurs sont au cœur des bouleversements qui affectent actuellement notre planète. Les rongeurs sont intimement liés à la pauvreté, ils sont intimement liés au changement climatique, et je pense que les interlocuteurs suivants en parleront. Ils sont aussi liés aux modifications des pratiques agricoles, au développement extraordinaire du commerce international, avec ces super cargos qui transportent jusqu'à 11 000 containers, et puis à l'urbanisation extraordinaire. Maintenant, plus de la moitié de la population mondiale vit en zone urbaine. Alors, tout ça a des conséquences sur la santé humaine, je l'ai dit, sur les maladies, en particulier les maladies émergentes et les maladies épidémiques, la malnutrition, les accidents, la dégradation des conditions de vie. Et tout ça a des conséquences durables sur les populations. C'est bien sûr le risque infectieux, mais c'est aussi la vulnérabilité des populations, en particulier des populations les plus pauvres. Et c'est aussi une entrave aux efforts des programmes de santé. Alors commençons par les rongeurs et les maladies infectieuses. Le rat emblématique
des épidémies, bien entendu. Et là, je peux que citer cette dernière épidémie tout à fait hors du commun qui est survenue à Madagascar fin 2017. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que en fait, cette épidémie a fait beaucoup de bruit parce qu'elle est survenue essentiellement en zone urbaine. En zone urbaine, dans ses principales villes, en particulier dans le port principal de Tomasina et dans la capitale. Et c'est certainement la plus grosse épidémie de peste pulmonaire depuis au moins 1984 en Inde, l'épidémie de Surat. Donc là, je vais aller vite parce que mon collègue Malgage va sûrement en parler, mais juste pour vous dire que, voilà, en rouge, vous avez l'épidémie de peste pulmonaire. En fait, ce n'a pas été une transmission de personne à personne sans fin, telle qu'a été l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, par exemple, mais plus une émergence de différents clusters de cas avec des petites transmissions familiales. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le fond ici. Tout ça sont des formes buboniques. Et en fait, l'essentiel de cette épidémie était dû à une saison épidémique particulièrement intense de peste bubonique et à transmission par les puces des rongeurs. Et en particulier en zone urbaine, à Antananarivo, vous avez des rongeurs infectés par Yersinia pestis. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir cette activité intense de peste bubonique qui a été à l'origine de ces poussées de peste pulmonaire. Voilà. Mais malheureusement, tout ça, c'est saisonnier, c'est très habituel à Madagascar. Alors, les maladies à rongeurs, maladies infectieuses à rongeurs, on peut considérer que c'est 400 millions de cas humains chaque année, c'est énorme. Les rongeurs sont impliqués dans 40% des infections zoonotiques connues, soit comme réservoir de virus, soit comme mode intermédiaire, ou comme vecteur de l'infection. Et les modes de transmission sont multiples, soit par contact direct, contamination de la nourriture, contamination de l'environnement, par les ectoparasites, bien sûr les puces en premier lieu, mais aussi par de façon plus anecdotique, par la consommation de viande infectée, comme ici au Vietnam. Ce qui est important en termes de santé publique globale également, c'est le rôle des rongeurs dans la diffusion d'agents infectieux qui ont développé des résistances aux antibiotiques. Et donc les rongeurs participent au phénomène par le relargage de ces agents infectieux résistants dans l'environnement, voire à l'homme directement. Très certainement, on parle beaucoup en la matière des chauves-souris, mais il faudrait plus, je pense, s'intéresser davantage tout simplement aux rongeurs en termes de diffusion d'agents pathogènes nouveaux émergents et à l'origine de peut-être les prochaines épidémies. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est les dépenses de santé qui sont associées à ces maladies infectieuses et qui peuvent être considérables parce que c'est non seulement la prise en charge des malades, mais c'est également les mesures de contrôle qui sont associées quand vous avez des épidémies et tous les impacts indirects en particulier sur l'économie. On l'a bien vu à Madagascar fin 2017, mais ça n'a pas été encore chiffré. Par contre, les pertes qui ont été associées à l'épidémie de peste à Surat en 1994 en Inde, elles ont été chiffrées, elles se sont montées à 2 milliards de dollars, c'est donc considérable. Pardon. Alors, en fait, ça a été largement publié, les rongeurs sont capables de transporter plus de 60 maladies infectieuses. Des maladies bactériennes, des maladies parasitaires, des maladies virales. Je ne vais pas aller dans toutes celles-là, et vous les connaissez aussi bien que moi, mais juste pour attirer votre attention sur le poids de certaines de ces maladies, qui sont complètement oubliées. Je peux parler par exemple de la leptospirose. La leptospirose, c'est 1 million de cas chaque année, c'est 60 000 morts, et en termes de dialyse, l'impact sur l'espérance de vie, c'est 2,4 millions de dialyses. C'est plus important que plusieurs des maladies qui appartiennent officiellement à la liste des maladies tropicales négligées. En revanche, il n'y a absolument aucun intérêt pour la leptospirose, et j'insiste là-dessus. En termes de vaccination, par exemple, il n'y a absolument rien dans le pipeline, rien qui vient. On n'a aucune solution pour développer des mesures de contrôle pour la leptospirose. Voilà un exemple.
La peste, c'est, même si ça fait beaucoup de bruit, c'est plus anecdotique, mais les rickettsiosis également. Maladie complètement négligée. Le typhus des broussailles, Scrub typhus, c'est plus d'1 million de cas chaque année en Asie du Sud-Est. Et là, pareil, totalement négligé, totalement oublié, on ne fait rien, on ne sait pas que faire, sauf que dès qu'on commence à investiguer les fièvres d'origine indéterminée en zone tropicale, eh bien, on trouve plein de leptospirose, on trouve des rickettsiosis, on trouve toutes ces maladies qui sont totalement négligées, voire des méliodoses par exemple. Voilà, je ne vais pas insister là-dessus, juste la fièvre de Lassa qui a fait beaucoup de bruit au Nigeria l'année dernière, une grosse épidémie, et qui était directement liée au problème des rongeurs. Alors, les rongeurs et la malnutrition, deuxième grand chapitre. Il faut bien comprendre que les populations de rongeurs et les populations humaines, en fait, sont en compétition pour les ressources alimentaires, en particulier en zone rurale. Et ces dégâts qui sont infligés par les rongeurs ne font qu'aggraver la précarité alimentaire des populations les plus pauvres. Si on regarde l'impact des rongeurs sur les ressources alimentaires, c'est considérable. On estime que 50% des ressources agricoles sont détruites avant même la récolte. Et puis après, les gens stockent. Et là, il y a encore énormément de pertes dans les stockages. Et là, j'ai deux exemples. Par exemple, c'est des chiffres en Afrique. Les pertes sur le maïs, qui sont de 10 à 15%, sur le riz, sur le sorgho, tout ça, c'est énorme. Et tout ça, c'est des ressources alimentaires qui échappent aux populations. Il est intéressant de voir aussi la séquence, l'impact sur les semences, après elle est sur les jeunes plants, et enfin elle est sur les stocks. Voilà. Mais ce n'est pas un problème qui est réservé aux populations d'Afrique, d'Asie, c'est aussi un problème des pays développés, et là vous avez un chiffre sur les États-Unis, on estime la perte à 15 milliards de dollars par an. C'est donc un problème gigantesque. Alors, le problème, c'est que les rongeurs, oui, ils consomment c'est alimentaire, c'est vrai, etc. Mais en fait, ils ne consomment pas n'importe quoi. En particulier sur, par exemple, les grains de maïs. Ce que vont consommer les rongeurs, c'est la partie la plus nutritive des grains. Donc il reste des choses, mais c'est vide, c'est juste de l'emballage, si vous voulez. Donc la valeur nutritive de ce qui reste est même inférieure. Il reste quelque chose, mais ça n'a plus de valeur nutritive. Il faut ajouter à ça le problème de la contamination urinaire et fécale des récoltes, qui est elle-même source de maladies infectieuses comme les salmonelloses par exemple. Et puis on peut ajouter aussi la transmission de maladies infectieuses au bétail, qui contribue à l'appauvrissement des ressources alimentaires des populations. Et là, c'est le cas de la leptospirose. La leptospirose avec le problème des rongeurs, en particulier dans les porcheries, et tout particulièrement dans les élevages familiaux, par exemple dans le Pacifique, dans les îles du Pacifique, où beaucoup de familles ont 2-3 cochons derrière. Et l'infestation par les rongeurs est une source de transmission de leptospirose au bétail, en particulier là, aux porcs. Les porcs émettent dans leurs urines énormément une charge en leptospirose qui est extrêmement importante, et c'est une source prodigieuse de contamination pour ces familles. Alors, on a calculé que si on se prenait un peu le problème à bras-le-corps et qu'on faisait une lutte efficace contre la rongeur, on pourrait nourrir 280 millions de personnes chaque année. Voilà, ça c'est énorme. Alors là, vous avez des chiffres par continent, et en particulier en Asie. Et le problème de l'Asie, c'est la question de la riziculture. Une prise en charge efficace du problème des rongeurs dans ces pays permettrait vraiment d'augmenter les ressources alimentaires. Alors, on va aborder le dernier chapitre de cet impact global, qui est un petit peu moins connu, et ce que j'ai rassemblé sous le terme de blessures directes, indirectes, physiques et psychologiques. Alors d'abord, il y a les morsures, il y a beaucoup de gens qui sont mordus, et ces gens qui sont mordus par des rongeurs, ben, ce sont les plus pauvres, ce sont les plus faibles, ce sont les personnes âgées, et ce sont les tout petits enfants. Il y a beaucoup d'accidents quand même. Alors certaines de ces morsures de rongeurs s'accompagnent également d'infections. Donc
ça, c'est un vrai problème et qui touche les plus pauvres. Et puis, il y a ces accidents indirects. Les rongeurs dégradent énormément le cadre de vie. Alors, ça peut être dégradation des habitations, en particulier des sous-bassements, dégradation des adductions d'eau, dégradation des réseaux électriques. Tout ça, contribue à l'insalubrité qui est elle-même la source de nouveaux problèmes de santé. Et d'origine inconnue serait dû tout simplement aux rongeurs. Et ça, c'est 170 morts par an. De façon anecdotique, la SNCF a plein de problèmes avec les rongeurs et la circulation des TGV, par exemple. Voilà, donc tout ça contribue à l'impact sur la santé. Et puis, il y en a un autre, c'est tout simplement l'impact des rongeurs sur les structures de santé, sur le fonctionnement des structures de santé. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu extraordinaires, j'ai trouvé ça sur Internet. Un enfant dans un hôpital anglais qui a été, un enfant qui était nouveau-né, qui était dans un incubateur, prématuré, qui a été mordu par un rongeur. Il n'est pas si rare qu'il y ait des rongeurs dans nos hôpitaux. Je pense qu'il y en a ici, je suis désolé, sûrement à l'Institut Pasteur, et c'est pas seulement dans les laboratoires. Et puis, il y a aussi en zone rurale la dégradation des moustiquaires, tout simplement. Et ça arrive fréquemment. Ça, c'est aussi un impact sur la santé. Et puis, je voudrais quand même insister sur l'impact psychologique. Vivre en promiscuité quotidienne avec des rongeurs, quand vous vivez dans un bidonville, forcément, ça contribue au déclassement, à la perte de confiance de soi et à l'isolement de ces populations. Donc cet impact psychologique qui doit être aussi pris en compte. Alors, la lutte contre les rongeurs, c'est un problème compliqué qui touche différents domaines. Il y a des obstacles très variés à la mise en place des programmes de contrôle, et en particulier, il y a des problèmes culturels. Alors, je ne savais pas, j'ai découvert ça sur Internet. Vous savez que Paris a beaucoup de rats, comme toutes les grandes capitales, c'est un problème, les gens se plaignent de plus en plus. Et donc la municipalité essaie de mettre en place des programmes de contrôle, mais il y a une association qui s'est créée pour essayer de défendre ces pauvres rongeurs, en rappelant que ces petits animaux étaient dotés de sensibilité, qu'on ne pouvait quand même pas les massacrer comme ça. Et puis, à l'opposé, vous avez ici Bombay, où on a une façon beaucoup plus radicale de faire du contrôle des rongeurs. Donc on les capture et puis on les tue un par un, en prenant par la queue. Donc vous voyez, d'un côté à l'autre, on est en zone urbaine dans les deux cas, mais il y a des questions culturelles qui se posent. On vit avec les rongeurs depuis des siècles, tout proche des rongeurs, en particulier des rats. Et donc il y a ces questions qui doivent être prises en compte quand on veut mettre en place des programmes de contrôle. Sur le plan technique, on pense bien sûr aux anticoagulants qui ont été introduits dans les années 50 pour la lutte contre les rats. Mais le problème de cette utilisation indiscriminée, en particulier spontanément par les populations, d'abord il y a le développement de résistance, qui peuvent être parallèles à un développement de résistance des ectoparasites qui sont transmis par ces rongeurs. Ça a un impact sur la biodiversité, ça peut être que les interlocuteurs suivants en parleront mieux que moi, avec une réduction des fonctions écosystémiques, c'est-à-dire que ça a un impact sur la prédation. On a parlé des chiens tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'autres prédateurs des rongeurs. Et sur la résilience également, parce que si on diminue la biodiversité, il y a un potentiel d'invasion qui est plus grand pour certaines espèces de rongeurs. Et puis tout ça peut avoir un effet cascade et on peut voir apparaître des épizooties et voir des épidémies par la suite. Donc grosso modo, quand on regarde le problème du contrôle des rongeurs, globalement on se rend compte qu'il y a une absence de consensus technique. Et on se rend compte aussi qu'il y a quand on veut discuter avec des experts qui connaissent le problème du contrôle des rongeurs, on se rend compte qu'il y a aussi une raréfaction de l'expertise à l'échelle mondiale, et spécialement en santé humaine. On trouve encore des spécialistes de rongeurs, contrôle des rongeurs dans l'agriculture, en santé humaine,
on en a de moins en moins. C'est intéressant de noter que c'est aussi le même problème pour le contrôle des tiques des puces. Les spécialistes du contrôle des puces, en santé humaine, ça devient rare. Il y a des gens qui font de la taxonomie, mais des gens qui sont capables de conseiller qu'est-ce qu'on doit faire, par exemple quand on est l'épidémie de peste, on ne trouve plus grand monde. Ça, c'est un vrai problème. Cependant, même si c'est un vieux fléau, il y a des nouvelles opportunités de contrôle. D'abord, on se rend compte qu'en agriculture, là c'est un domaine où on est très avancé, on se rend compte que quand on fait du programme de contrôle intégré, ça marche et on a vraiment un effet sur la réduction des populations de rongeurs et aussi sur la production agricole. Alors il y a des nouvelles méthodes de contrôle, on essaye d'améliorer le principe de la sécurisation des accès, ce qu'on appelle en anglais le rat proofing, avec la protection du stockage des récoltes et des aires de culture. Par exemple, dans le nord du Pérou, on distribue, dans la zone endémique pour la peste, on distribue des grands containers en inox sur pied qui permettent de stocker le maïs pour limiter l'accès des rongeurs aux récoltes. Alors, cette sécurisation des accès, elle peut être plus ou moins associée à un contrôle biologique. Alors, il y a le produit chimique, bien sûr, les raticides, plus ou moins associés à des insecticides. On fait maintenant des appâts, des rodenticides qui sont associés à des insecticides, c'est-à-dire que quand le rongeur va consommer cet appât, les puces qu'il porte vont d'abord être atteintes et mourir, et le rongeur décédera ultérieurement. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qui existe, c'est un outil qui existe. Il y a l'approche écologique, c'est tout simplement l'introduction des prédateurs. J'ai lu récemment un papier qui mettait en évidence que oui, le fait de favoriser l'élevage de chats dans les foyers réduit la quantité de rongeurs. Ça pourrait paraître évident pour tout le monde, mais il a fallu quand même faire une publication pour le démontrer. Et puis c'est aussi, on peut faire de la contraception, on peut faire du piégeage. Donc il y a un certain nombre de choses qui existent et qui marchent. Le problème, ce qui manque, c'est une stratégie. Puis la stratégie, elle n'est pas unique. Il y a des stratégies pour les zones urbaines, pour les zones rurales, puis ça dépend des pays, ça dépend du climat, etc. Tout ça, les outils existent, c'est les stratégies qui manquent. Et puis, on fait de la modélisation. Maintenant, on est capable de faire de la prévision de l'abondance des rongeurs, ce qui permet de faire du contrôle anticipé. Et puis la toutes les techniques de géolocalisation également, qui permet de mieux connaître ces populations de rongeurs et de mieux lutter contre. Alors, sur cette base, j'ai essayé avec quelques collègues et amis de développer une initiative pour relancer cette question de la lutte contre les rongeurs en santé publique, sachant qu'on partait à peu près de zéro. Et nous avons eu une première réunion internationale qui s'est tenue à Lima, au Pérou, en mars dernier. Cette réunion internationale a réuni 45 experts de 21 pays et elle a été soutenue par l'agence de coopération anglaise qui a bien voulu croire à l'intérêt de ce projet, et je l'en remercie ici encore une fois. Et le ministère de la Santé du Pérou était associé à cet effort. Donc nous avons réuni 45 experts de 21 pays différents. Alors on a essayé d'avoir une approche vraiment multisectorielle. On a des spécialistes des rongeurs et de leur contrôle, des spécialistes des rongeurs, contrôle des rongeurs en santé publique, mais surtout dans l'agriculture. Effectivement, évidemment des spécialistes des maladies infectieuses, de l'environnement, de la santé publique, et avec des représentants de différents corps. Je dois dire qu'on a été un petit peu déçus quand on a essayé d'inviter les autres organisations internationales, en particulier des Nations Unies, qui étaient susceptibles, a priori, d'être intéressées par le sujet. Et je pense au Programme alimentaire mondial, par exemple, ou à la FAO. Malheureusement, je dois dire que c'est un sujet pour lequel ces grandes organisations ne se sentent pas vraiment concernées encore. Et je dois dire que ce n'est pas limité aux Nations Unies. Quand j'ai essayé d'approcher la Fondation Gates, par exemple, ils m'ont regardé avec des yeux comme des soucoupes. Ce n'est pas un sujet qui les intéresse. C'est sans doute pas assez high-tech. J'ai approché la coopération américaine également. C'est pas un sujet qui parle. Et c'est assez incroyable quand on vient avec les chiffres que je vous ai présentés. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts pour faire comprendre quelle est la nécessité et qu'il faut faire quelque chose.
Mais il y a aussi un autre problème, c'est que quand on n'est pas dans le buzz, quand on n'est pas in, c'est un petit peu compliqué de faire avancer les dossiers. Et je remercie encore une fois la Société de pathologie exotique d'avoir bien voulu ouvrir ce dossier avec moi. Donc, le but de cette réunion, c'était un peu de faire le point sur la situation, puisqu'on partait à peu près de zéro. C'était de s'accorder sur les principes techniques de base d'un contrôle efficace des rongeurs, sans trop entrer dans les détails, c'est un peu prématuré. De définir quels étaient les besoins prioritaires en termes de recherche, de développement, de formation et en termes de plaidoyer. Et puis aussi, c'était de créer une communauté d'experts de façon intersectorielle, des gens avec des expertises complémentaires, qui soient capables de travailler ensemble et pour développer une stratégie innovante et pérenne. Alors on a défini une feuille de route. On veut guider et coordonner la recherche opérationnelle, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine. On veut développer des stratégies de prévention et de contrôle, ciblées pour les rongeurs et leurs ectoparasites, bien entendu. Alors le but, c'est pas d'éradiquer les rongeurs, bien entendu, mais c'est plutôt de trouver un équilibre écologique et socio-économique entre l'homme et les rongeurs. On voudrait que ce groupe puisse assister à la mise en œuvre de ces programmes dans les pays. Alors ça peut être en situation de crise, par exemple au cours d'une épidémie, le rouge de peste par exemple, ou de Lassa, mais en zone rurale comme en zone urbaine, et en particulier, on avait comme parmi les participants le représentant de la lutte contre les rongeurs à Singapour. Et Singapour, par exemple, c'est une ville qui a développé toute une stratégie pour le contrôle des rongeurs, la gestion des orthorégageurs pour réduire la population de rongeurs. Donc, il y a des choses qui se font, mais il manque une table pour partager ces expériences et pour définir des grandes lignes. On veut former des spécialistes parce que ça, on en manque cruellement, et il est nécessaire de faire cette formation à tous les niveaux, au niveau international, au niveau régional et au niveau national, donc une formation en cascade. Et ça manque énormément actuellement. Et puis, on voudrait s'intéresser à ces maladies infectieuses transmises par les rongeurs qui sont actuellement totalement oubliées, et en profiter pour soutenir la recherche et le développement sur ces pathologies. Donc, j'en finirai là. Les rongeurs, ils sont à l'interface de la santé et de la pauvreté. Ils constituent une menace globale pour la santé humaine, mais cet impact est sous-estimé et il est négligé. En particulier, les maladies transmises par les rongeurs sont plus souvent oubliées. Et c'est au-delà de ces problèmes infectieux et de malnutrition, la question des rongeurs, c'est aussi une question des droits de l'homme et de justice sociale. Donc je pense que la lutte contre les rongeurs a été trop délaissée ces dernières années. Elle doit retrouver toute sa place en santé publique. Et cette place, elle doit s'accompagner d'une approche intégrée, globale, intégrée, dans l'esprit de One Health, une santé. Voilà, je vous remercie.